Salut les beaux amours, c'est Vanessa, votre chum de fille de l'école de la vie. Très heureuse de vous retrouver cette semaine. Hey, j'ai une petite invitation à vous lancer avant qu'on plonge dans l'épisode de la semaine. J'ai lancé finalement, après tout ce temps, la fameuse infolettre de l'école de la vie qui commence à tisser des petits liens là, avec le projet Pissenlit. Le projet Pissenlit, c'est quelque chose que je suis en train là, de façonner pour le printemps. Il y aura des nouveautés dans mon univers. Alors, si vous voulez en entendre parler en premier, c'est via l'infolettre que je vais le faire. Donc, je vous encourage grandement à aller vous inscrire. J'ai mis le lien en description d'épisode. Puis je voulais juste vous dire aussi merci aux gens qui découvrent le podcast. Je pense qu'à travers le rituel de début de 2025, il y a des nouvelles personnes qui se joignent à nous. Donc, si vous êtes nouvellement parmi nous, bienvenue. Je suis vraiment heureuse d'apprendre à vous connaître, de recevoir vos petits messages, vos commentaires sur les épisodes. N'hésitez pas, si vous avez envie de soutenir le podcast, de mettre des 5 étoiles sur les plateformes d'écoute, d'écrire des commentaires, ça aide toujours. Puis également, il y a le lien vers Buy Me a Coffee, qui est plutôt pour moi Achetez-moi un matcha. C'est une façon de soutenir concrètement, financièrement, le projet de l'école de la vie. Ceci étant dit, 2025 est maintenant bien entamé. Là, on est à la fin du mois de janvier. On n'est plus dans cette espèce de transition-là. Là. Je pense que les deux pieds sont officiellement dedans. Et moi, pour 2025, oui, j'ai fait comme vous mon rituel de transition, d'intégration de l'année dernière, puis de visualisation de mon année 2025. Et là, parmi tout ça, parmi toutes les belles choses là, que je cultive et les visions, il y a quand même un rappel à l'ordre, notamment dans le dossier des finances. Je ne sais pas comment vous vous sentez, vous, par rapport à l'argent, par rapport à vos finances, à votre situation financière actuelle. Moi, ça fait partie de mes gros dossiers de 2025. Là. J'ai été un petit peu... comment dire? Je pense que je commence à peine à presque 40 ans, à accepter qu'on est dans un monde matériel, qui a décidé que l'argent, c'était la façon de fonctionner. Ben moi, j'étais là à rouspéter là, au fond du rang, puis à faire «Ah, j'aimerais donc mieux qu'on vive dans un autre genre de monde, puis l'argent, c'est tellement pas important», puis de vraiment voir la spiritualité presque comme une dualité avec l'argent. Mais bref, là, j'apprends à réconcilier les deux et je me rends compte en regardant, bon, mes finances, premièrement, mais surtout ma relation à l'argent, puis comment je me sens par rapport à l'argent que j'ai tellement entretenu de croyances face à l'argent. Oui, les fameuses croyances limitantes là, de je ne mérite pas d'argent et tout ça, mais que c'était aussi plus profond que ça impactait ma façon de gérer mon argent. Une des croyances, je pense, que je portais en moi, c'est que d'avoir beaucoup d'argent mais dans son compte, c'était égoïste, que faire de l'accumulation, c'était comme complètement contre nature. Alors, quand je générais trop de revenus pour ce que j'avais besoin dans l'immédiat, là, je donnais mon argent à tout le monde, je payais des voyages. J'étais juste comme pas bien avec le fait d'accumuler de la richesse vers la fin de ma vingtaine. J'avais aussi la croyance que j'étais pas bonne avec l'argent, puis qu'il fallait pas me confier ça, moi, parce que je comprenais rien à l'argent. Et tout ça s'est transformé pour moi quand j'ai commencé à écouter des femmes en parler de façon vivante, de façon plus holistique, d'intégrer les finances comme une sphère de la vie. On prend tellement soin de notre santé mentale, physique, spirituelle, émotionnelle, notre vie sociale. Mais quand il est question de finances, c'est comme si c'était une espèce de, pour moi, une espèce de contenant extérieur à moi. Donc, dans les dernières années, ce que j'apprends à faire, c'est de venir réintégrer ça parmi toutes les sphères dont je prends soin dans ma vie. Et ce qui m'a encore plus motivée de m'y intéresser, c'est de prendre conscience, oui, de encore l'écart de revenus entre les hommes et les femmes, mais aussi et surtout dans l'écart au niveau de l'investissement. C'est un monde qui est encore très masculin. Pour plusieurs personnes, c'est un peu intimidant de rentrer dans l'investissement. On ne sait pas trop par où prendre ça. Puis ça a des conséquences à long terme parce que quand on n'investit pas notre argent, on rate des opportunités fantastiques de faire fructifier cet argent-là. Notre argent travaille pour nous et ça, c'est l'ultime revenu passif là, qu'on cherche. Alors moi, j'ai entendu parler là, sur le tard dans la vie de la magie des intérêts composés et c'est là où j'ai décidé de commencer à investir pour vrai.
peut-être que pour certaines personnes, les intérêts composés, c'est d'une évidence et peut-être que pour certaines d'entre vous, c'est un peu comme de qu'est-ce qu'elle parle, les intérêts composés. Les intérêts composés, là, c'est la même dynamique qui nous met dans la merde avec les cartes de crédit. Genre, quand tu dois 1 000 $ sur ta carte de crédit, on rajoute un 10 % de ton solde en intérêt. Ça fait que là, le mois prochain, ben c'est 1 100 $. Puis là, on va rajouter un 10 % sur ce 1 100 $ là, pas sur le 1 000 $ initial. Puis là, ça fait un effet boule de neige. Bien, cette dynamique-là, elle existe aussi à l'inverse, quand on investit. Alors, quand on investit, disons, 1 000 $ puis que notre argent fait 5 % de gain, bien là, le mois d'après, on est à 1 050 $. Et là, mettons que tu fais un autre 5 % en gain, là, parce que ça va bien, bien là, tu fais un 5 % sur 1 050 $ et ainsi de suite. Puis juste ça, là, d'utiliser la dynamique qui peut tellement nous mettre dans la merde et la renverser puis la mettre à notre avantage, moi, je trouve que c'est très empuissançant, puis ça me motive. Ça me motive à investir de l'argent au lieu de dépenser pour acheter des patentes. Chez nous, vous le savez, on a planté des arbres, puis il y a un dicton qui dit: «Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui». Alors, c'est un peu ça pour l'investissement. C'est sûr, le meilleur moment, c'est d'investir tôt parce qu'avec les intérêts composés, c'est ça que ça nous permet de faire et le temps, c'est notre ami dans l'investissement et ben, je me suis rendu compte que j'avais pas cette information-là, moi, quand j'étais dans ma vingtaine. Alors, j'ai pas fait ça vraiment et je m'en suis voulu longtemps. Longtemps, j'en ai voulu longtemps à la version de Vanessa dans sa vingtaine, qui faisait juste se débarrasser de son argent parce qu'elle ressentait de la culpabilité d'en avoir en surplus et de ne pas être juste dans la survie. Mais je me suis beaucoup apporté d'autocompassion, de réaliser que j'ai fait du mieux que je pouvais avec l'info que j'avais parce que personne m'avait parlé de ça, moi, les intérêts composés. Comment ça se fait que dans les cours d'économie au secondaire, on nous parlait de tellement d'affaires, mais pas de ça? En tout cas, je voulais juste vous partager mon expérience personnelle pour vous dire que il n'est jamais trop tard pour commencer à investir. C'est une histoire qu'on se raconte de comme shit, j'ai manqué le bateau. Mais vous pouvez commencer aujourd'hui, puis vous pouvez renverser la vapeur, puis réécrire votre narrative, votre histoire par rapport à vos finances. C'est sûr que ça va pas changer du jour au lendemain. Si ça fait 15 ans que tu n'as pas bougé, que tu prends pas soin de ta santé, c'est pas après ta première séance au gym, puis après ton premier repas sain que tout va se transformer, mais on peut commencer, on peut changer la direction par rapport à nos finances. Et c'est l'objectif de cette conversation-là aujourd'hui, de cet épisode. Alors, quand j'ai décidé que je voulais parler de finances de façon holistique sur le podcast, ben c'était évident. Je savais avec qui je devais parler et c'est Marie-Ève Charon. Marie-Ève que j'ai connue à travers son projet L'autre façon qu'elle a lancé il y a environ 5 ans. Marie-Ève, elle a passé une quinzaine d'années dans le milieu bancaire. Elle a touché à l'investissement, l'immobilier, les marchés boursiers. Elle a été spécialiste en financement hypothécaire. Elle a travaillé dans l'assurance. Et après ces 15 années-là, Marie, elle a choisi d'orienter sa pratique professionnelle vers une approche plus holistique. Tout ça sans compromettre la tangibilité, la rigueur, le professionnalisme. Tu sais, c'est quand même quelqu'un qui a une réelle expérience et une réelle expertise dans le domaine financier. Et Marie, en plus, elle est certifiée professeure de méditation Let It Be, donc ça lui permet d'aborder la finance personnelle avec une approche qui rallie à la fois l'intelligence rationnelle et l'intuition. Marie, c'est la personne qui va vous permettre de ressentir de la confiance en vous pour prendre des décisions financières, mais aussi elle est capable de nous orienter de façon tangible dans cet univers-là parce qu'elle le comprend, elle le maîtrise du bout de ses doigts. Ce que j'aime de l'approche de Marie, c'est qu'elle est portée par des valeurs féministes. Vous allez voir dans l'épisode, on va parler de matrimoine parce que je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais on parle toujours de patrimoine et patrimoine, c'est le père. Puis là, on est comme, ben nous, les femmes, est-ce qu'on peut avoir un leg? Est-ce qu'on peut bâtir quelque chose avec nos finances? Fait que de se réapproprier ce mot-là puis de parler de matrimoine, je trouve que c'est très, très, très important. Marie, tout en étant dans la finance, elle mène une vie aussi qui est axée autour de la sobriété, c'est-à-dire de faire des choix de consommation conscients. Et moi, c'est réellement aligné avec mes valeurs. Donc, je pense que vous allez ressortir de cette conversation-là avec plus de confiance en vous, peut-être même plus de légèreté.
Et si en écoutant cette conversation-là, vous vibez avec Marie et que vous avez envie de travailler avec elle, il y a toutes les informations sur son site, l'autrefaçon.com. Il y a toutes sortes de manières de travailler et d'être soutenu par la belle magie de Marie, notamment via une nouvelle initiative qui s'appelle Money Date, le club. C'est tellement le fun, là. C'est une expérience financière où on rajoute un facteur plaisir. Donc, à chaque mois, il y a une enveloppe qui vous est livrée par la poste, à l'intérieur de laquelle il y a une expérience créative de bricolage qui nous permet aussi de plonger en nous, de réfléchir sur nos finances, de prendre des nouvelles décisions, de trouver des astuces, des trucs, de recevoir des rappels. C'est vraiment très, très cool. Ça change tellement de la façon dont on s'est habitué d'approcher nos finances. Donc, toutes les infos sont sur le site L'autre façon. Mais là, Marie nous offre 2 expériences Money Date, le club, en cadeau. Donc, si vous voulez avoir la chance de gagner une de ces 2 expériences-là, vous pouvez vous rendre sur le compte Instagram de l'École de la vie et il y aura tous les détails du concours. Alors, je vous souhaite un fabuleux épisode. J'espère que vous allez ressortir de là gonflé à bloc! Non, pas gonflée à bloc, rayonnante de confiance, vibrant, avec de la légitimité par rapport à vos finances. Salut, je m'appelle Vanessa Pilon et je vous souhaite la bienvenue à l'École de la vie. Un endroit, mais pas vraiment un endroit, là, c'est plus comme une émission, un balado, où l'on apprend enfin des choses qui nous sont réellement utiles pour mieux naviguer cette affaire à la fois le fun et bizarre qu'est l'expérience humaine. Bon épisode? Ouais, le bon épisode, je suis pas sûre. Marie-Ève, merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment en joie d'être avec toi. Merci aussi de t'être ajustée, là, parce que c'est pas simple, hein, l'Australie, le Canada. Se trouver une heure qui a de l'allure pour les deux, là, c'est pas évident. Ça me fait extrêmement plaisir, Vanessa. Puis c'est juste le matin pour moi, 3 heures plus tard que pour toi. C'est tout. Simple, 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 simple. Merci à toi de m'accueillir. Alors, juste pour les gens qui se demandent comment ça se fait que tu es en Australie, t'es pas en vacances, là, tu habites en Australie. Oui. Avec ma petite famille, en fait, mon amoureux travaille dans la recherche universitaire. Et donc, quand j'ai rencontré cet homme-là, je savais un peu que ma vie allait se rediriger. C'était parfait. Ça arrivait à un bon moment pour moi professionnellement aussi. Et donc, on a fait une petite escale par les États-Unis et maintenant, depuis 2 ans et demi, en fait, on est sur l'Australie, à Brisbane. On est là à temps plein, près du bord de mer, puis on profite de ce beau pays. Donc, toi, tu es dans la grande canicule en ce moment. Nous, on est complètement dans le contraire. C'est parfait, j'aime ça. C'est comme un yin et un yang qui s'emboîtent en ce moment, les deux circonstances de vie opposées. Alors, j'avais envie de commencer par te demander, parce que je vais être honnête avec toi, ça fait pas longtemps que je connais ton nom au complet parce que je t'ai connue via Instagram, puis dans ma tête, tu étais Marie l'autre façon. J'étais comme, c'est ça son nom de famille. C'est juste l'autre façon, son nom de famille. Ton projet, pour moi, fait vraiment partie de ton identité. Puis j'ai vraiment une grande curiosité par rapport au nom. Je le trouve intriguant, l'autre façon, parce que ça peut vouloir dire tellement de choses. Puis je me demandais qu'est-ce que ça voulait dire pour toi, l'autre façon. C'est quoi l'autre façon? Puis c'est quoi la mission qui t'anime à travers ce projet-là? Ce nom-là a été trouvé dans un télésiège dans le Petit-Mont à Sherbrooke avec mon amoureux à l'automne. Et j'étais dans ce tournant-là de ma vie où je ne savais plus du tout qui j'étais, où je me dirigeais. Et ça a fait « Ah, mais si c'était juste l'autre façon. » Et c'est resté. Il faut le dire, à ce moment-là, j'avais une écœurantite de la finance. On ne pouvait même pas m'en parler. Ça a pris plusieurs mois avant que je reconnecte et que je me réconcilie. Et aujourd'hui, c'est d'arriver à voir que les finances, là, tu vas chercher ce que tu as besoin dans le système, puis tu le ramènes à toi. Tu le ramènes à tes valeurs. Comment un produit financier aussi platonique qu'une marge de crédit hypothécaire peut servir ta vie? C'est juste ça.
d'arriver à aimer ses finances, de prendre soin de son bien-être financier, comme on prend soin de nous à tellement d'autres égards, mais ça en fait partie. Et il y a tellement, mais tellement d'outils pour nous supporter. Puis je peux pas avoir plus la conviction parce que je le vis dans mon quotidien. Sans tout ce que j'ai mis en place, mon quotidien n'existerait pas. On ne pourrait pas être en Australie. C'est aussi simple que ça. Et dans cette histoire-là, il y a un moment, parce que moi, je n'étais pas dédiée pour aller en finance. Je suis arrivée dans le domaine bancaire, j'avais 18 ans, comme représentante de service clientèle, la caissière. Donc, j'ai pas fait d'études à la base pour être planificatrice ou spécialiste hypothécaire, absolument pas. Et j'ai compris que je devais parler de finances. C'était comme, ça faisait partie de moi. Alors aujourd'hui, je parle de finances pour nous donner le goût. Nous donner le goût d'aller chercher ce qu'on a besoin pour nous servir. Donc voilà, c'est ce que j'ai envie de faire. Puis j'ai envie de le faire auprès des femmes. Parce qu'on est bonne, parce qu'on a tout pour réussir envers nos finances. Puis il faut le réduire, ce gender gap-là, entre le monde masculin et féminin, de l'investissement notamment. Ouais, puis j'ai vu sur ton site, je suis allée le voir parce il a comme été revampé, là, il s'est fait Oui. une petite cure de jeunesse, il est vraiment, vraiment beau. Puis premièrement, c'est le premier site de finance que je vois que je trouve visuellement attrayant, donc félicitations. Mais c'est vraiment tout à ton image, hein, parce que j'ai l'impression quand tu parles de finances, puis on aura amplement l'occasion d'en parler dans cet échange-ci, mais il y a une façon tellement intégrée dans la vie, dans le vivant de parler de finances. Tu veux qu'on en prenne soin comme on prend soin de notre corps, de notre santé, de notre sommeil, de nos relations sociales, de notre couple, de notre bien-être, mais comment ça se fait qu'on n'arrive pas à intégrer les finances comme ça dans notre vie, puis d'en prendre soin, puis que ce soit discuté d'une façon qui est ouverte, qui est décomplexée. Et dans ton site, j'ai vu un mot revenir qui m'a vraiment, vraiment excitée. C'est le mot matrimoine. Comment Oui, bâtir un matrimoine? Et oui. j'avais jamais pris conscience de la portée patriarcale, là, de parler du patrimoine tout le temps, le patrimoine financier, le patrimoine de ci. Puis là, de faire, hein, c'est vrai? Matrimoine, qu'est-ce que nous, on peut bâtir puis léguer? Puis là, pour moi, il y a comme, les cieux se sont ouverts. J'ai compris quelque chose juste avec ce mot-là de à quel point les femmes, on a été exclues beaucoup. On a manqué de littératie financière, on a manqué de pouvoir financier, tout cela. On dirait que par ce mot-là, j'ai tout senti la reprise de pouvoir Mm. face à nos finances. Puis ça m'a tellement fait du bien. Fait que je voulais te dire merci. Je ne sais pas si c'est un néologisme que tu as inventé ou si c'est un mot qui existe pour vrai, mais matrimoine, pour moi, c'est genre, je pense que je vais l'intégrer dans mes mots de 2025. Ah, mais ça me fait tellement plaisir. En fait, il existe déjà, je ne sais pas s'il existe dans le dictionnaire, mais effectivement, c'est lorsque j'ai fait des recherches sur l'histoire des femmes et l'argent au Québec, puis également un petit peu plus large, que j'ai vu ce mot-là, moi aussi, et j'ai fait, ah, mais celui-là, c'est le mien. J'avais pas le choix. Et donc, de se réapproprier notre matrimoine et qu'est-ce qu'on est nous capables également d'amener à la table. Et le plus... je sais pas, là je commence à être bientôt fâchée, là, que j'ai hâte que mon ordinateur le reconnaisse, là, mais il veut toujours le modifier pour patrimoine. Et là, je suis avec de le faire intégrer. Non, 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 ici on parle de matrimoine. Donc, oui, c'est ce sens du matrimoine-là est pour moi maintenant à la base de également ce que j'ai envie d'amener, de reconnecter les femmes avec cette histoire des finances au Québec, notamment notre histoire financière des femmes, elle est incroyable. On va en parler au mois de mars, ça va être si beau d'apprendre également comment on a gagné cette indépendance-là, cette autonomie financière-là, et à quel point moi, je me sens reconnaissante et je me dois de dire merci à ma grand-mère et à toutes ces femmes qui ont tracé ce chemin-là pour nous aujourd'hui. Là.
Imaginons, on ne pouvait même pas, il y a 100 ans, aller ouvrir un compte bancaire par soi-même. C'est hallucinant. Demander un prêt personnel? Il faudrait que je demande l'autorisation de mon mari. Non, c'est pas comme ça que ça se passe par chez nous, je te le dis. J'imagine que non. Non, mais tu sais, c'est fou quand même, là. On Oui, parle pas exact. de Non! il y a plusieurs centaines d'années, là. C'est quand même dans l'histoire Moi, récente. Il y a oui, encore des gens vivants sur cette terre qui, qui ont vécu ça. oui, et qui peuvent en témoigner. Et donc, Ouais. ouais, j'ai eu une discussion avec ma grand-mère qui est décédée parce que je me suis dit, hey, mamie, j'aurais tellement aimé parler de ça avec toi, tu sais. Donc, ouais, voilà, je me suis autorisée cette Mmh. petite discussion-là avec elle. Ouais, c'est beau parce Ouais. que moi, je remarque, en tout cas dans mon histoire plus personnelle, là, dans notre lignée féminine, puis dans les femmes qui m'ont précédée, qu'il y a eu beaucoup de, je dirais, de conséquences à ce manque de littératie financière-là, puis à être coupé de ce savoir financier-là, cette conscience-là financière. Tu sais, ma grand-mère, elle a perdu tellement de choses. Quand son mari est décédé, ben, elle savait pas comment gérer tout ça, puis elle avait 15 enfants de qui elle devait prendre soin. Donc, il y a eu bon, énormément de pauvreté dans ma famille, puis je sens que ça m'a aussi été transmis d'une certaine manière. Puis en même temps, de voir comment ma grand-mère, elle a réussi à se sortir de cette situation-là, puis d'être capable de bâtir quelque chose malgré tout. Tu sais, il y a quelque chose dans la force puis dans la résilience, parce qu'il y en a eu des bâtons dans les roues là, pour l'éducation Ouais, financière des femmes. Puis de voir maintenant, je fais juste regarder maintenant notre situation, ta situation, où on est en ce moment, c'est grâce à elles aussi. Tu sais, elles ont réussi à absolument. transformer quelque chose. Puis je trouve ça vraiment beau. Puis moi aussi, tu sais, on nomme plutôt des fois comme comment ça nous a bloqué le chemin, mais en même temps, c'est beau aussi de dire ben merci à nos mères, à nos grands-mères Ouais, qui ont ouais, aussi réussi à naviguer là-dedans pour nous permettre d'être où on est aujourd'hui. Fait que, ouais, on est en train de vivre quand même des grandes transformations, puis ça fait en sorte que je pense que les choses bougent beaucoup dans le monde des finances pour les femmes. Puis ça, je trouve qu'on est absolument. dans un moment vraiment excitant. Oui, absolument. Il y a de plus en plus de femmes qui prennent leur place, même à titre de planificatrice financière, dans le monde de Mhm. l'investissement, même au niveau du trading, au niveau même des postes de direction. Il y en a de plus en plus et ça, c'est beau à voir. Ceci dit, il y a beaucoup de femmes aussi qui adoptent la pensée plutôt masculine pour avoir navigué dans le domaine bancaire pendant justement, mon Dieu, 15 ans. Euh, Ça, c'était une des choses que je pouvais remarquer. On se, on doit honorer ces forces féminines-là qui nous habitent. Puis je crois oui, j'y crois vraiment qu'il va y avoir des belles choses qui vont se réaliser dans les prochaines années. C'est sûr, sûr, sûr. Et ça va partir de nous. Plus que nous, individuellement, on va s'intéresser à nos finances, qu'on va se rendre à la rencontre, qu'on va en poser des questions, qu'on va exiger d'être considérés. Combien de femmes m'approchent de oh oui, oui, j'y vais au rendez-vous, mais je dis rien. Mais comment ça? Impossible. Je suis certaine que tu as des questions et tes questions sont pertinentes et sont légitimes. Mais si ce n'est pas le cas, tu dis merci beaucoup, tu te lèves, tu t'en vas et tu trouves une autre personne. Quand on massothérapeute, là, il n'y a pas de satisfaction, on en trouve un autre. C'est la même chose. C'est ce que j'ai envie de dire. Prenons notre place, les femmes. Et imaginons, là, si on est si bonne pour faire des miracles avec des dollars au niveau budgétaire, on est reconnues, les femmes, pour faire des miracles avec ce qu'on reçoit comme argent. Mais pourquoi ces forces-là ne seraient pas tout aussi bonnes en investissement, en choix de stratégie de financement? C'est la même chose. Cette résilience-là financière qui nous habite depuis des générations, elle nous suit. Et les études le démontrent. C'est pas juste moi qui le pense. Là. Les études démontrent qu'en termes de choix d'investissement, on obtient des meilleurs rendements que les hommes. Ça a été remarqué parce que les femmes, dans la façon dont on investit, on obtient les rendements, c'est pas majeur, c'est pas exceptionnel, mais oui, on fait meilleur qu'eux.
Tu penses que c'est dû à quoi? Mémoire, ça fait un petit moment que j'ai regardé cette étude-là, mais de mémoire, c'est le fait que, premièrement, on prend le temps de chercher beaucoup plus d'informations quand vient le temps d'investir. On est beaucoup moins réactive. C'est étrange, hein, parce qu'on dit que les femmes, on est tellement émotives, nous, on vend nos actions et tout ça, nos investissements. Mais non, absolument pas. Justement, je crois que c'est cette résilience-là qui nous habite. On les laisse passer, les vagues. Et donc, un investisseur qui demeure investi lorsque ça va moins bien, on le sait, c'est eux qui gagnent. Troisième élément, c'est le fait qu'on fait moins de mouvements dans nos investissements. On prend plus de temps pour faire notre recherche, donc quand on fait un choix, on l'assume. Et ça, c'est les éléments rapidement qui me reviennent en tête, mais il y en avait 7-8 éléments, OK. tout est partout, et qui disent que vraiment notre fibre intuitive, notre instinct Mhm. nous suit en investissement. On prend le temps de Ouais. bâtir une meilleure relation également avec notre professionnel. On pose plus de questions. C'est vraiment intéressant parce Ouais. que dans, je pense, les croyances que je porte, ou en tout cas dans la vision que je me suis fait un peu du monde, le monde des finances, c'est quelque chose de très, très masculin, tu sais. Puis je me suis souvent dit que toutes mes caractéristiques qui sont plus féminines n'étaient pas bienvenues dans cet univers-là. Puis quand on parle, je fais ah mais au contraire, au contraire. Puis pourquoi est-ce que l'argent ça serait plus l'apanage d'un genre que d'un autre. Tu sais, c'est complètement absurde quand on y pense, mais il y a quand même ces croyances-là que je me rends compte qu'il faut un petit peu défaire pour naviguer avec plus de confiance dans l'univers des finances, puis dans nos propres finances même, tu sais, de dire non, c'est correct d'écouter mon intuition par rapport à certaines choses ou tu sais, de poser des questions, de justement, Ouais. c'est dur parfois de se faire confiance dans un univers quand on sent qu'on n'y appartient pas, mais quand je t'entends parler, je suis comme, mais on peut aussi réclamer notre place dans cet univers-là, puis arrêter de voir ça comme quelque chose qui est de l'ordre du monsieur dans son bureau. Là, tu sais, on peut en parler différemment des finances, puis on peut aussi s'y intéresser à l'extérieur de ces cadres-là qui sont, bien, on va se le dire, là, c'est pas, moi, je me sens pas à l'aise nécessairement dans un bureau de conseiller ou whatever. C'est pas la place où je me sens le mieux, je veux Ouais. dire. Tu sais, je sens que je dois un petit peu suivre des codes, puis que, je sais pas, je dois ressembler à une certaine affaire, puis que je dois m'adresser à la personne qui est devant moi d'une certaine façon, mais c'est pas l'unique endroit où on peut s'intéresser à nos finances, où on peut naviguer là-dedans. Puis toi, tu es une des personnes qui peut être notre allié dans cet univers-là. Puis je trouve ça beau que ça sorte des bureaux, que ça sorte de ce genre de rencontres-là, puis que ça s'intègre dans nos vies, puis qu'on se l'approprie, le langage financier, puis tout ça, puis de le voir aussi comme étant un monde qui peut être, je sais pas comment dire, mais que ça puisse, ces outils-là peuvent être à notre service. Tu sais, comment est-ce qu'ils peuvent nourrir notre vie plutôt que Oui, nous, par notre vie, on nourrisse ces outils-là, tu sais? mais exactement. Quand tu inverses la relation, tu sais, imaginons là, les filles, OK? Si tous ces professionnels-là de l'investissement puis du financement n'ont pas de clients, ça n'existe pas. Ce rôle-là n'existe pas. Donc, ils ont besoin de nous. Ils ont besoin qu'on aille les chercher, ces produits-là. Donc, il faut juste, moi, dans ma tête, il faut juste inverser. C'est eux qui ont besoin de nous. Et donc, ça devient une relation. Il faut ramener de la fluidité à l'intérieur de ça. Puis nous, les femmes, prendre notre rôle, poser les questions qu'on a envie de poser, ne plus se retenir. Mhm. Ça, pour moi, c'est essentiel. Tu travailles à accompagner des femmes de façon individuelle, mais aussi à travers plein d'autres initiatives. Mais puisque tu travailles davantage avec les femmes dans un Ouais. domaine que tu adores, la finance, j'aimerais ça t'entendre sur, tu as dû, là, au fil des ans, constater peut-être certaines choses qui reviennent souvent, soit des thèmes ou des blocages ou des patterns. Qu'est-ce que tu constates, tu sais, à force de travailler avec les femmes? Alors là, tu dis que
les femmes, on est bonnes avec l'argent, Absolument. on peut être vraiment bonne, on a on a des affinités, on peut bien gérer notre argent. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses que tu remarques, des choses qui sont fortes, des tendances lourdes dans le domaine des finances au féminin? Mais lorsqu'on prend conscience de notre force de négociation, on est vraiment, tu sais, je l'ai mentionné, on est bonne pour aller chercher de l'information. Oui. Et on devient très bonne négociatrice. Parce que on est bonne pour chercher le rabais, le deal dans notre consommation tous les jours. Alors, C'est vrai. non, ben oui, Pour vrai, moi, quand je magasine en ligne, là, ça se fait aller, bon, là, les rabais, puis je dis, c'est vrai, vraiment ça. le Mais comme code je vais promo, trouver le attends une meilleur minute, j'ai deal, vu le ça code. quelque part. Oui, exactement. On a cette acuité-là, j'ai envie de dire, mais ça se transpose au niveau hypothécaire. Parce que c'est aussi une game de négociation, notre hypothèque. Et quand j'ai vu, parce que là, ça va faire bientôt 5 ans que ce projet de l'autre façon existe et que j'accompagne justement des gens, soit en investissement ou soit au niveau du financement. Et quand c'est les femmes qui prennent le lead de la recherche et des taux hypothécaires, puis d'arriver à l'analyse et tout ça, c'est beau ce qui en ressort, la confiance et même les discussions avec les professionnels du financement. Honnêtement, on est d'excellentes négociatrices. Yes! Vraiment. Le deuxième élément que je trouve beau, puis je pense que ça va jamais cesser de m'émouvoir, c'est que c'est les femmes qui viennent vers moi en premier, qui initient ce désir de prendre soin de ses finances. Et quand l'homme arrive, majoritairement du temps, l'homme fait confiance à sa femme et il le laisse prendre tout l'espace dans les rencontres, dans les questionnements. Et très souvent, c'est presque un relâchement pour lui. Il se dit, il y a même des hommes qui m'ont manifesté, ça me rend fière que ma femme s'intéresse aux finances de la famille. Donc, j'ai comme l'impression que parfois, dans le couple, on s'est positionné comme ça. Donc, c'est le mari qui va aller faire les rencontres, qui va placer l'argent, puis qui va choisir. Moi, je vais juste signer. Mais au final, ça met peut-être plus de pression sur l'homme, puis il veut pas ce rôle-là. Mm-hmm. Puis nous, ben, peut-être qu'on a cette fibre-là qui commence à être une espèce d'aventurière, là, d'aller chercher là, ce qu'on a besoin, mais ça vient créer un équilibre naturel. Et même moi, je me suis observée à travers ça parce que souvent, quand l'homme se joignait à la vraie première rencontre, j'avais le sentiment d'avoir à me prouver à cet homme-là. C'est étrange, hein? C'est comme si j'avais un deuxième lien de confiance à aller créer immédiatement. Pourtant, il a été créé avec la femme. Puis au moment où moi, j'ai relâché ça, que j'ai juste accueilli l'homme dans les rencontres, ça l'a tout changé, l'énergie dans les rencontres, puis même jusqu'où on était capable d'aller dans nos réflexions et la mise en place du plan financier. Sinon, une autre tendance, ben, je peux juste, je les vois toutes, on dirait, je vois toutes ces femmes-là que j'ai accompagnées, mais l'assurance qu'elles ont pris, la confiance qu'elles ont pris dans le cheminement, dans le processus. Ça, c'est inévitable. Au fil du temps, ils m'écrivent plus, ils m'appellent plus, ils font juste passer à l'action. C'est beau, 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 beau. C'est « Hey Marie, j'ai trouvé ça, j'ai fait ceci, cela ». Des fois, ils viennent chercher une validation. Puis c'est correct. C'est correct, je suis là pour ça. Et donc, je suis aux premières loges de voir cette confiance qui se développe. Et ça me laisse croire que c'est possible. J'aime ça entendre des histoires de femmes qui sont venues vers toi, qui maintenant ont gagné tellement d'assurance que sont genre, m'a m'en occuper de mes affaires. Exactement. Mais pour les gens qui nous écoutent en ce moment, OK, puis qui sont dans une toute autre situation, qui sont pas dans prendre en charge leurs finances, que la relation avec l'argent est plus compliquée, peut-être qu'il y a de la honte, il y a toutes sortes de choses, peu importe, il y a des obstacles, on n'est pas bien face à notre portrait financier, à notre relation à l'argent. C'est quoi, pourquoi c'est important d'avoir une relation saine avec l'argent? Qu'est-ce que ça transforme dans une vie au-delà de
au-delà de ce qui se passe dans notre compte, de banque là, mais vraiment dans la vie, d'avoir tu sais, d'avoir un regard, d'avoir comme une certaine maîtrise, de comprendre tout ça. Qu'est-ce que ça transforme? Pourquoi est-ce que c'est important de mettre du temps là-dessus, de s'y intéresser, de poser des gestes, de prendre des décisions éclairées par rapport à nos finances? Quand on parle de bien-être financier, ça agit immédiatement sur notre niveau de stress. C'est l'un des plus Mmh. grands stresseurs de notre vie, l'argent. Et donc, et les éléments du bien-être financier, on peut parler de notre rémunération, on va parler justement de notre relation à l'argent. C'est quoi ce bagage qu'on traîne au niveau familial? C'est quoi les histoires qu'on se raconte face à l'argent? Qu'est-ce qu'on a intégré qui nous appartient, mais qui nous appartient pas non plus, mais qu'on le porte quand même. Donc, et tous les éléments de la consommation, tu sais, on va prendre les femmes, on est bonnes pour trouver des rabais, puis on est bonnes pour gérer le budget. C'en est une histoire qu'on se raconte. En prenant le temps et te mentionner quelque chose, on n'est pas bien devant notre bilan. Et moi, ce que j'ai envie de répondre à ça, c'est, mais comment on le regarde, notre bilan? C'est quoi le regard qu'on porte sur notre bilan financier? Et de façon unanime, dans l'atelier annuel de la traversée que je guide, on fait notre bilan. Toutes les femmes font leur bilan financier. C'est un incontournable parce qu'après, justement, on plonge dedans et on se regarde. Et de façon unanime, ça fait 4 ans que cet exercice annuel-là existe. Et les femmes disent « Ah, ben, c'est pas si pire que ça. Je suis vraiment fière de moi. Hey, je suis pas juste un tas de dettes. » Donc, et le bilan financier, on le fait avec notre professionnel et souvent c'est une étape qui est faite pour nous, là, c'est une étape qui est fonctionnelle, faire un bilan avec un client. On veut juste voir des chiffres, puis on prend les chiffres qu'on a besoin, on vous les explique même pas, on vous présente même pas ce qu'on a besoin pour faire le dossier, préparer le dossier. On prend juste ce qu'on a besoin, puis on envoie ça dans la machine. Mais nous, là, comme individus, quand on s'assoit avec notre bilan, qu'est-ce qu'on a construit? Comment on s'est approché? Comment on s'est éloigné de ce qu'on souhaite voir? Donc, c'est ça que ça fait prendre soin de soi. C'est comme, j'ai envie de dire, un premier, quand on a besoin de sortir marcher en hiver pour aller s'oxygéner, mais c'est ce que ça fait la marche, de se mettre en mouvement. Incontestablement, on se sent bien après. C'est la même chose avec nos finances. Parce que petit à petit, et c'est un processus, et ça, il faut s'autoriser ça. Parce qu'il y a un des éléments quand on touche à nos finances, puis à ce désir de bien-être financier-là, on dit, ça fait tellement longtemps que je repousse ça, là, je veux que tout fonctionne, claquement de doigts demain matin. Impossible. Je le dis, c'est impossible. Mmh. Même dans notre bon vouloir, on ne peut pas changer 25 ans, 30 ans, 35 ans de vie en quelques mois. S'il y a quelqu'un qui vous vend ça quelque part, partez en courant, là, parce que ça n'existe pas. C'est vraiment un cheminement, c'est d'apprécier tout ça, c'est de faire des pas en avant puis de reculer, mais de s'autoriser à ressentir. Ressentir les bons coups qu'on fait. C'est pas juste de mettre de l'argent dans ton REER pour ta retraite. Si c'est plate, mais pourquoi t'investis pour tes vieux jours? À quel âge tu veux que ce soit, toi, tes vieux jours? Tu l'imagines comment, tes vieux jours? Et de venir ajouter de la saveur à ce que tu fais. Le montant d'argent que tu investis dans le CELI ou dans le REER, c'est un mécanisme. Donc, de venir prendre soin de tes finances, ça te ancre dans ta vie. Je vais donner un exemple concret. Je sais pertinemment pourquoi j'investis dans les REER de mes enfants. J'ai eu mes enfants, je vais avoir 40 ans cette année, Anton est né cette année. Quand il va entrer à ses études postsecondaires, je devrais avoir aux alentours de 55 ans, est-ce que je vais avoir la même énergie,
le même envie de travailler aussi fort pour payer les études postsecondaires de mes enfants? Ben, probablement pas. Je vais peut-être avoir envie de commencer à ralentir un peu et j'ai pas envie de subir. Hey, moi, il faut que je continue de travailler là, parce que ben, tu sais, les enfants à études postsecondaires, ça coûte cher. J'ai pas envie d'entrer dans ce discours-là. Alors, qu'est-ce que je fais? J'utilise un contenant qui est créé par le gouvernement qui s'appelle le REE. Et là, je vais aller de chiffres super simples. Je prends la décision, dès sa naissance, pendant 14 ans, de trouver 2 500 $ par année. Moi, je vais avoir mis 36 000 dans ce contenant-là, dans des années où je sens que j'ai la capacité de trouver, de générer ce 2 500 $-là. Il va y avoir 36 000. Pendant les 14 ans que tout ça va être investi dans les marchés financiers, avec mon profil d'investisseur propre à moi, il devrait avoir au bas mot et les subventions du gouvernement qui sont les plus généreuses du marché, il va avoir reçu 63 000. En tout et partout, la décision que je prends aujourd'hui va rapporter dans 15 ans, tout au plus, grosso modo, 100 000 $. Et en plus de ça, le 36 000 que moi j'ai mis, je vais pouvoir le reprendre et l'amener dans un autre projet avec moi. Je peux lui laisser ou je peux le reprendre. J'ai même pas besoin de décider aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais faire rendu là? Et donc, je prends une décision à 40 ans qui va m'amener à 55, mais à 55, j'ai presque envie de dire, là, avec 63 000, arrange-toi. Je vais avoir fait, je vais avoir pris la responsabilité, je vais avoir utilisé un mécanisme qui existe dans notre système financier, je vais avoir tout fait. Là, on a 63 000 pour bâtir ce que tu as envie qu'on bâtisse au niveau professionnel. Peut-être 100 000, je ne sais pas. Rendu là, j'ai aucune idée. Et donc, c'est un peu ça. C'est ça que je fais. C'est ça. Ben, premièrement, juste pour rapper l'idée des raies, là, est-ce que tu dirais, pour tous les parents qui nous écoutent, que c'est une belle place où aller mettre de l'argent, que c'est intéressant pour toutes les familles? Est-ce que c'est quelque chose que tu conseilles à tout le monde ou il y a plein de nuances puis d'affaires à apporter? Oui, il y a pas en fait, c'est ce qui est beau sur le produit du riz. Il n'y a vraiment pas beaucoup de nuances à apporter. Dans la majorité des cas, le riz doit venir se positionner en priorité dans un matrimoine familial. C'est simple comme ça. Ah oui. C'est pour une fois qu'il y a quelque chose de simple. Regarde, on va le prendre. L'optimiser, c'est le produit le plus en investissement qui peut rapporter à tout le monde. Parce que tu peux le reprendre, ton argent. Tu repars avec. C'est ça. Ben, quand on s'est parlé il y a quelques mois, tu as insisté sur le riz parce que j'ai dit « Ah ben non, notre conseiller nous a dit bof. » Mais tu as insisté, puis merci d'avoir insisté parce qu'effectivement, j'ai pris le temps de lire là-dessus après qu'on se soit parlé, puis j'ai fait « Ben oui, ça serait vraiment niaiseux de ne pas profiter de ça. Ça existe. C'est un mécanisme qui est en place qui peut nous permettre de créer ça. » Puis, tu sais, quand je t'entends parler de mettre un pourquoi sur nos décisions financières, c'est tellement important parce que c'est ça aussi, quand on n'est pas éduqué, quand on ne comprend pas ces mécanismes-là, quand on est désengagé par rapport à nos finances, on pense à court terme, on pense dans la courbe du plaisir immédiate de comme je veux ces affaires-là, ça me fait plaisir, tu sais. Mais quand on commence à comprendre ces mécanismes-là et qu'est-ce que ça va nous permettre de créer dans nos vies, là, ça change la game de la prise de décision dans la vie de tous les jours. Tu sais, puis je te parle de ça. Moi, je suis la première personne qui est un peu ce genre-là, là, de comme, si j'ouvre pas mes affaires, ça n'existe pas. C'est un monde magique de licorne. On l'ouvre pas, ça n'existe pas. Regarde. Fait que des fois, ça me rattrape aussi quand je suis dans ces périodes-là de je vais juste pas regarder, puis comme ça va pas me préoccuper. Ben, je vis de cette manière-là aussi, puis je prends des décisions à court terme. Puis à chaque fois que je reviens puis que je me réancre dans mes finances, là, je fais
Ah, OK. Puis à ce moment-là, ça m'aide après ça à venir réaligner puis trouver qu'est-ce qui est juste pour moi. Puis je pense que c'est ça aussi qu'on doit apprendre parce que on va pas se mentir, on est dans une société de consommation, puis les mécanismes de consommation sont bien huilés pour nous donner le goût d'être constamment dans cette relation-là de consommation, de plaisir, de tout ça. Puis ça demande quand même, je trouve, une posture solide, tu sais, en soi pour ne pas glisser là-dedans. Puis je veux pas, puis ça veut pas dire que être avec ses finances, c'est genre être contre le plaisir. C'est pas ça que je dis, mais je trouve que c'est quand même quelque chose à apprivoiser, puis de quoi on doit prendre conscience. Puis c'est ça, la manière dont tu le nommes, je pense que c'est une première vraiment belle piste pour changer la donne par rapport à nos finances, de comprendre qu'est-ce que ça nous permet, puis de le mesurer aussi. Fait que c'est un calcul quand même intéressant, là, ce que tu nous nommes, tu sais, de faire comme ah ben oui, c'est vrai, moi, dans 15 ans, ça va peut-être moins me tenter là, de travailler, puis tu sais, de générer. Puis on dirait que Ouais. la réponse dans notre société en ce moment, ben, c'est tout le temps, ben, génère plus de revenus. Puis là, on est comme, Mais c'est ça. Mais on c'est ce dirait que que je c'est fais. ça la solution à tout. Ouais. Mais c'est exactement ce que je fais. En prenant 2500, puis en le mettant, puis en étant assis, puis en attendant le 30 du gouvernement de subvention, ça je fais. Je donne de l'argent. Pourquoi? En fait, la question, il y a deux éléments. Je vais commencer par la première. Pourquoi générer de l'argent devrait être par nous-mêmes, génère de l'argent? Moi, là, je suis pas obligée de faire nécessairement plus d'accompagnement. Si le gouvernement, le programme de subvention me donne 30 ben, ça veut dire que je peux peut-être avoir un meilleur équilibre de vie parce que il y a peut-être un accompagnement en moins que je peux m'autoriser pour être, pour, comment je peux dire, pour honorer le fait que j'ai envie d'être avec mes enfants. Tu sais, quand on parle de Mhm. calcul, pour moi, c'est ça le calcul que je fais. C'est Et ça. C'est que générer ouais, plus de revenus, c'est pas nécessairement travailler davantage. non, exactement. Et là, je dis pas non plus, puis ça c'est très important, je dis pas que demain matin, on va faire tout, on va s'installer devant nos ordi, puis on va faire du day trading, du day trading, c'est vendre puis acheter des actions de... Non, non, compulsivement, absolument pas. On n'a pas besoin de faire ça. Et le deuxième élément qui est super important de comprendre, c'est que c'est pas binaire, cette relation-là à nos finances. C'est pas parce que tu prends soin de tes finances que tu n'as plus de plaisir dans ta vie. En fait, je pense complètement le contraire. Plus je prends soin de mes finances, plus je peux m'autoriser d'avoir du plaisir dans ma vie. Parce que ça va peut-être passer par, effectivement, une prise de conscience de notre consommation. Est-ce que c'est ça qui nous fait peur, finalement? Cette prise de conscience-là sur notre consommation. Comment qu'on a le doigt dans l'engrenage de notre système actuel. Puis on veut peut-être pas prendre ce pas de recul. Puis, tu sais, tout ça, là, c'est là que ça devient intéressant de s'asseoir puis de voir ces mécanismes-là qui sont dans notre vie. T'sais. Pour moi, c'est pas une question, c'est pas quelque chose qui est binaire. C'est pas parce que je prends soin de mes finances que j'ai plus de plaisir. C'est pas parce que j'ai du plaisir que je peux pas prendre soin de mes finances. Mhm. Ouais. Puis dans toute cette équation-là de plaisir, de Ouais. plaisir et de finances, c'est ça aussi, je pense que de, de, de regarder qu'est-ce qui me génère vraiment de la joie puis du Mm-hmm. plaisir. C'est quoi mes valeurs profondes, tu sais? Puis des fois, on oublie ça parce que, ben, on pense juste aux affaires qu'on n'a pas puis qu'on aimerait avoir, là. Mais tu sais, après ça, quand on prend vraiment le temps, parce qu'on le sait que la prochaine sacoche ne nous rendra pas plus heureuse, mais il y a un petit bout, si on n'est pas ancré, si on n'est pas dans notre corps, si on n'est pas dans la pleine conscience, on peut vraiment croire que oui. Et je veux dire, ça m'arrive là, de façon récurrente. Juste tantôt, j'étais en train de regarder des leggings là, pour m'entraîner. J'en ai plein des leggings là, pour m'entraîner, mais il y a comme, tu vois, j'étais fatiguée aujourd'hui, puis je me suis dit, tiens, des beaux leggings, là, ça va aider mon entraînement. Mais je sais que non. Mais tu sais, on dirait qu'il faut que je m'attrape là-dedans. Puis ça demande vraiment de la pleine conscience. Puis je trouve que c'est quelque chose dont on parle pas assez dans le domaine financier, de la pleine conscience de soi. Puis tu sais, quand tu regardes de faire son bilan financier, c'est pas juste de regarder des tableaux Excel puis des chiffres, c'est de regarder qui on est aussi, de vraiment prendre le temps de se regarder à travers nos finances. Puis tu as raison que c'est inconfortable. C'est vraiment des fois pas le fun de voir ça, mais de comprendre comment on agit dans notre vie, tu sais, comment est-ce qu'on se comporte.
Puis, Et c'est ça. même comment on se perçoit face à notre endettement. Parce que depuis le début de notre jasette, moi j'appelle ça des jasettes financières. Les petites jasettes. Les petites jasettes. Mais oui, mais c'est ça. C'est des conversations complètement décomplexées, sans tabou. Du moins. OK, j'allais me lancer dans ce nez-là. Je rêve d'ouvrir ces maisons où j'imagine là, des planificatrices dans leur bureau, puis moi qui anime le salon de thé, puis tu sais, quand on jase de finances, on vient faire un bilan, puis là, la personne à côté de nous, elle a une question aussi, puis qu'on en discute avec toi, comment ça se passe, puis tu sais, quelque chose de... Ah, voilà. En tout cas, des fois... Mais c'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est aussi de voir comment on se sent face à notre endettement. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur l'endettement. Et moi-même, je m'inclus à l'intérieur de ça. Je le dis, l'endettement de consommation, c'est un boulet qui te prive de réaliser tes plus grandes aspirations. Et ça, j'y tiens. Je démordrai pas. Cependant, est-ce qu'on peut se foutre un peu la paix sur peut-être l'endettement de la maison, l'endettement du prêt étudiant, l'endettement, c'est qu'est-ce qui pèse le plus lourd et pourquoi que ça pèse lourd? C'est quoi que tu as besoin? C'est quoi qui t'a happé comme discours? Ça se peut que tu finisses pas de la payer, ta maison, au moment de la retraite. Ouais, puis ça se peut que tu prennes un break pendant quelques années de rembourser ton hypothèque parce que tu as décidé de faire une reconversion de carrière. Pourquoi pas? Je l'ai allongé, mon hypothèque, moi aussi. Puis quand, à un moment donné, j'ai noté le montant, tu sais, je m'étais dit, OK, Marie, là, ce qu'en ce moment, tu as besoin, c'est de te donner un break. J'ai pris 2 années sans solde avant de faire ma transition du domaine bancaire à mon activité entrepreneuriale. Ça ne s'est pas fait en même temps que je travaillais. Je me suis organisée 2 années sans solde. J'avais les mêmes responsabilités financières devant moi. Mais je suis allée voir où je pouvais me foutre la paix un peu. Mais pendant 2 ans, je n'ai pas investi pour mes vieux jours. J'ai allongé mon hypothèque. J'aurais pu accepter de m'endetter peut-être de 3 mois, 6 mois, 1 an. Pourquoi pas? J'ai accepté d'aller puiser dans mes investissements pour payer. J'ai regardé ma consommation. C'est là que j'ai fait une grande transition frugale. C'est la première fois, et je le dis là, après 15 ans de banque, c'était dans les premières fois que j'ouvrais l'ensemble de mes relevés de carte de crédit et que je constatais qu'ils avaient 4 pages de transactions. J'ai fait, OK, mais pourtant, je suis la bonne élève. J'ai jamais payé d'intérêt sur ma carte de crédit. J'ai toujours fait mes achats. Et là, 4 pages de transactions. Complètement hallucinant. À chaque mois. À chaque t'en mois. achetais des affaires. Le café sur la route ici, ça va vite, c'est pas grave. On s'en rend plus compte. Et là, je suis arrivée et j'ai reconnecté à OK, mais attends une minute, moi, c'est comme ça que je transige. Est-ce que c'est ce que je veux véritablement? Et là, pendant ces 2 ans-là, j'avais 2 choix. Je pouvais continuer mes 4 pages de relevé de transactions, mais ce que ça l'impliquait, c'est que j'allais piger énormément dans mon matrimoine que j'avais construit. Alors, il était où mon équilibre à moi dans tout ça? Bien, ça a été une multitude d'actions que j'ai choisi de prendre. Allonger l'hypothèque, puis j'ai un peu là accepté éventuellement de m'endetter, puis je verrai. Et j'ai dû faire au moins une dizaine de plans. Le matin, je me levais, je dis, attends, celui-là, il fonctionnerait-tu? Ah oui, OK, j'arrive. Non. Puis au bout de ces 10-là, je me suis concocté quelque chose qui était propre. Alors, prendre soin de nos finances, c'est pas une chose. Ça peut être beaucoup de choses. Plusieurs C'est de éléments. regarder l'ensemble des éléments. Oui. Ouais, pas juste nos dettes, Non, puis c'est ce qui rentre comme revenu, là, tu sais. Non. C'est vraiment plus... ouais. Et même plus près que ça, dans les 2 dernières années, moi, il a fallu que je prenne la décision de dire, OK, je veux être près de mes enfants, c'est ça qui est important pour moi,
ben je me fous la paix avec mes vieux jours. Là, j'ai pas d'argent à mettre là-dedans. Ça me crée de l'anxiété de tenter de générer de l'argent. Ça crée des conflits dans mon couple, dans ma relation. Et donc, finalement, je suis avec mes enfants, mais je suis pas vraiment là. Et le moment où je me suis autorisée ça, enlever cette pression de la bonne élève, puis que je dois continuer, que mon Dieu, c'est une nouvelle Marie. Puis, non, mais c'est vrai, tu sais. Ouais. C'est vraiment ça. J'étais une nouvelle Marie, autant dans mon entreprise que dans mon couple qu'avec mes enfants. J'ai dit, on va reprendre ça un peu plus tard. Et il y a eu du relâchement. Mm-hmm. Et c'est ce que j'ai envie d'inviter les femmes à faire dans leur parcours financier. Vraiment. C'était quoi déjà la question? Je m'en rappelle plus. On a marché un grand sentier, là. On s'est arrêté à 2-3 places. Mais j'ai plein de questions qui émergent là, de tout ça. Mais la première, c'est te parler de la frugalité. Oui. Qui est venu s'intégrer dans ton parcours. Puis ça, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment beaucoup. La frugalité, pourquoi pour toi c'est devenu une évidence? C'est quoi concrètement la frugalité dans ta vie? Comment ça s'exprime, une vie plus frugale? Oui. Puis, mon autre question, là, je demande pour une amie. Non, c'est pas vrai, je demande pour moi. Mais ça peut-tu être le fun, une vie frugale, ou c'est comme une vie de grande privation? Là? Ça a l'air de quoi, la frugalité? OK. Ben, c'est vrai qu'au départ, on ressent davantage, parce que là, ça fait quand même 5 ans. Donc, on ressent davantage ce sentiment de privation-là. Dire le contraire, ce serait mentir. OK? Et encore parfois, aujourd'hui, j'ai encore des élans qui me tirent dans j'ai envie de dire, dans cette ancienne vie-là où je m'autorisais presque tout. Donc, mais j'arrive à me ressaisir, j'arrive à m'ancrer dans autre chose. OK? Donc, cette frugalité-là, en fait, j'ai découvert la grande frugalité quand j'ai rencontré aussi mon amoureux. Ce qu'il faut dire, moi, je suis complètement épuisée de mon travail. Je fais dans les 6 chiffres. J'ai un fonds de pension, des assurances. Le domaine bancaire, on le sait, c'est la sécurité d'emploi par excellence. Et là, je rencontre un mec de 6 pieds 3, le sourire aux lèvres, qui s'entraîne, qui est un athlète pro sur le circuit Ironman, qui est au doctorat et qui ne vit que de ses bourses, ce qui veut dire 26 000 par année. Et là, je suis devant cette situation-là, puis je fais « OK, moi, il y a quelque chose que j'ai pas compris dans la vie. » Et en rencontrant Sacha, j'ai aussi découvert la pratique du dumpster diving. Pour moi, ça a été un des éléments. Et là, le dumpster diving, en fait, c'est qu'on se nourrit. 98% de l'ensemble de notre alimentation provient des conteneurs à déchets des supermarchés. Donc, j'avais déjà été très curieuse, mais j'avais jamais osé aller là. Donc, ça a commencé par... je commençais avec ça, moi. Allez, on mange dans les poubelles. Mais... il y a quelques mois, elle était à la banque, elle faisait dans les 6 chiffres, elle avait une belle voiture, puis là, elle mange des poubelles. Mais en fait, l'anecdote, c'est qu'une fois, on s'est rendu dans un conteneur avec la belle voiture, les 2 vélos de triathlon sur le top, puis mon beau manteau de banquière, et j'ouvrais un couvercle de poubelle. Ça va rester dans mes plus mémorables souvenirs. Mais après ça, c'est venu de... la frugalité s'installe de dire « Attends une minute, quand tu déménages aussi souvent qu'on a eu à déménager, j'ai plus autant besoin de linge. Je vais être honnête, là, moi, je suis presque plus capable d'acheter un morceau de vêtement neuf. Parce que je trouve tout seconde main. Ou encore, je préfère payer plus cher, mais je sais que c'est d'une artiste locale, que la façon dont c'est fait. La frugalité m'aide à exprimer les valeurs qui sont importantes. Aussi étrange que ça puisse paraître, j'arrive à tout trouver et ça l'a dégagé du temps dans ma vie, Vanessa, la frugalité.
l'autre façon n'existerait pas. Il pourrait pas exister parce que j'aurais besoin de générer du revenu. Pour tu sais, encore là, c'est une question d'équation. Et il y a des décisions qui se prennent, plus on embrasse cette frugalité-là, cette sobriété. Si la frugalité, là, ça nous sonne privation, puis qu'on préfère le mot sobriété, on peut adopter ce mot-là. Mais elle va où, la sobriété? Puis elle peut commencer par des petites choses, des petits choix, dont notamment, exemple, j'ai déjà rencontré des clients qui me disaient « Moi, là, me nourrir, Marie, c'est un impondérable dans ma vie. J'ai pas envie de choisir à l'épicerie. Si j'ai envie de consommer des framboises et que le casseau de framboises est à 8,99, c'est pour me nourrir. » Ben d'accord, mais les pommes à côté, ils vont faire la même job, puis ils sont à 1,99. Donc, pourquoi? Alors, on revient avec la frugalité à c'est quoi le rôle que ça doit jouer? Un vêtement, c'est pour nous habiller. Il peut être beau pareil, même s'il est acheté seconde main. Donc, il y a vraiment quelque chose on revient à l'essentiel de l'objet, et il y a des décisions qui se prennent beaucoup plus rapidement quand on embrasse cette sobriété-là. Et j'ai un exemple parfait, je l'ai vécu dans les derniers mois. On vit sur un revenu, sur le revenu de mon conjoint, principalement, majoritairement. Disons les vraies choses, principalement. Et on est à un point où, je vais être honnête, là, on ne pouvait pas conserver la voiture. La voiture nous coûte trop cher dans notre mode de vie. On est sorti du mécanicien et on avait des réparations à faire sur cette voiture-là si on continuait de l'utiliser de la même façon. Bien, il est arrivé un soir, après avoir endormi les enfants, qu'est-ce qu'on fait avec la voiture? Bien, on la vend. On va acheter un vélo électrique, puis on va repenser notre quotidien. J'ai la chance d'habiter près des transports en commun, j'ai la chance d'être active, mais ça reste que il a fallu prendre ce choix-là. Mais si j'avais pas fait tout ce cheminement-là dans les dernières années, j'aurais été attachée à ma voiture. C'était presque une forme d'identité pour moi. Là. Je suis née d'une famille de mécaniciens. Là. Donc, avoir une voiture, j'avais un volant entre les mains, j'avais 12 ans, j'avais un petit kart. Donc, les moteurs ont fait partie de ma vie. Et là, de dire, non, mais c'est beau, c'est correct, on va vendre la voiture. Puis on va acheter un vélo électrique, puis je vais organiser notre quotidien avec les enfants comme ça. Et là, c'est un exemple. Puis là, je veux pas, parce que souvent, là, l'exemple de la voiture là, déclenche, oui, mais moi, c'est pas possible et tout ça. Je le sais, puis je le comprends. C'est pas ça que je dis. Je dis que ça peut s'initier partout, ces choix de sobriété-là. Mm-hmm. Exemple, un deuxième exemple, on a décidé d'accueillir une fille au père à la maison. Ben ça veut dire que j'ouvre la porte de mon intimité pour avoir de l'aide à la maison. Mais après que la fille au père ait quitté, la première chose que j'ai dit, c'est « Hey, on essaie-tu de la louer, cette chambre-là? Peut-être que ça peut rendre service à quelqu'un qui vient d'arriver en sol australien, puis qui a envie d'être dans une famille francophone. Puis nous, on fait un peu d'argent. J'ai besoin de moins travailler. Tout le monde est heureux. » On développe une espèce de créativité pour générer du revenu. Ça devient ça aussi, toucher à la frugalité. Oui, mais en même temps, c'est ça, j'entends tout ça, puis je vois les impacts positifs, puis en même temps, j'entends tous les discours sociaux contre lesquels ça se positionne. Tu sais, c'est quand même à contre-courant de ce qu'on entend. Tu sais, l'idée dans la frugalité, c'est de faire des choix éclairés, de couper ce qui n'est pas nécessaire, de s'aligner avec nos valeurs profondes, d'utiliser de la créativité, de réduire nos dépenses pour nous permettre de ne pas être constamment dans cette loupe de « on doit générer du revenu, on doit générer du revenu, on doit travailler ». Puis, je trouve ça intéressant de t'entendre parce que c'est tellement pas ça qu'on entend. On dirait que c'est tellement pas, entre guillemets, l'idéal en ce moment. Puis, tu sais, quand tu dis, ben là, on a décidé on a pris la décision qu'il fallait qu'on vende la voiture puis qu'on s'en départisse, tu sais. Juste ça, dans une histoire, ça pourrait sonner comme un petit drame familial, là, tu sais, dans le sens comme ça pourrait être vu comme étant... Non, mais tu comprends, comme un échec ou genre comme, OK, ben là, on a dû se priver parce qu'on n'arrivait pas. Tu sais, je me rends compte que
avec la même histoire que tu viens de me raconter, il pourrait y avoir un narratif complètement différent là-dessus. Puis je trouve que la frugalité, puis la manière dont tu le racontes, c'est au contraire de prendre son pouvoir par rapport à ses finances, de comprendre les choix puis les impacts que ça a, puis juste sans attachement de drame aux affaires ou, tu sais, sans d'agrippement à certaines choses, juste de faire, ben c'est l'affaire la plus logique. Tu sais, ça demande, j'ai l'impression, une certaine forme de détachement Ouais, ouais. que, qui est pas si facile que ça, Non. j'imagine, mais avec les années, ça doit se cultiver, là, mais quand même, je Oui, trouve ça intéressant parce que j'ai pas grand monde autour de moi qui sont tu sais, dans ce ouais. chemin-là de la frugalité. Puis de t'entendre, je trouve ça vraiment rafraîchissant parce que c'est vraiment pas ça, le C climat ben, c'est de actuel. participer à l'économie autrement. Mhm. Donc c'est l'autre façon. Et c'est pas parce qu'on embrasse la frugalité ou la sobriété dans peut-être des fois on peut commencer dans certaines sphères de notre vie que les finances peuvent pas venir combiner. Moi, je le vois. Parce que ça aussi, il y a tous ceux et celles qui embrassent la frugalité, c'est comme s'ils renoncent au système financier aussi. Mm. Mais non, moi, j'en fais des alliés. La frugalité est aussi au service du système financier Absolument. pour que Ben tu oui, puisses. Mais ben oui, oui. mais oui, au lieu de C'est- t'acheter, mettons, là, le beau chandail, là, tu as reçu une pub ciblée, il y a un beau chandail. Puis là, tu es Ouais, comme, bon, soit que je mets ce 160 $-là sur ce chandail-là, ou alors je mets ce 160 là dans autre chose qui va pouvoir me permettre de générer du revenu, puis peut-être ouais, pas avoir à travailler autant, puis pas ressentir autant de stress. voilà. Mais c'est ça, mais il y a quand même quelque chose Oui. en nous, là. Je pense qu'il y a des parties qui se parlent, là, puis qui sont pas d'accord sur cette Et décision-là. oui. Et je suis tout à fait d'accord que c'est facilitant d'avoir un partenaire de vie qu'on marche le chemin à deux. Je suis tout à fait d'accord. Et d'avoir quitté mon environnement proche, tout ce que je connaissais, et avoir une page blanche à réécrire, c'est vraiment facile. Parce Mhm. que j'ai pas à me départir de choses. On est arrivé en Australie ou même aux États-Unis avec notre mini remorque puis notre petite voiture. Donc tout était à inventer si on veut dans notre frugalité. Alors je suis tout à fait d'accord que je me suis facilité le processus si on veut, même si c'est Ben pas de tout oui. repos là, s'exiler, ça reste que je le reconnais. Mais oui, mais c'est possible. Puis il y a quelque chose dont tu parles souvent, puis je trouve aussi que c'est une façon d'illustrer comment on peut vivre du plaisir, puis de la joie, puis des moments miams dans la vie. C'est les moments millionnaires et j'adore Ouais. ça, tu sais. Puis tu as déjà donné l'exemple de, tu sais, être sur la plage, Ouais. puis de se faire, disons, un pique-nique sur la plage, puis de regarder le coucher de soleil, d'être dans cet endroit magnifique-là, versus vivre le même coucher de soleil à côté sur une terrasse avec les verres qui coûtent super cher, le repas, le service, tout ça. Tu as le même coucher de soleil, mais d'un bar, tu as une facture de 250 à l'issue de cette soirée-là, puis de l'autre, ça t'a coûté peut-être 22 piastres en tout et partout. Ouais. Mais tu sais, pour vrai, c'est intéressant de le voir comme ça. Je trouve que de mettre le parallèle, au final, est-ce que tu as passé un moment de qualité, de présence à contempler le coucher de soleil, d'être avec la personne avec qui tu avais envie de passer du temps? Oui. Tu sais, comme les Ouais. mêmes besoins sont répondus, mais le chemin est différent. Puis je trouve que je trouve que ça donne un bel exemple de comment la frugalité peut s'insérer dans nos vies sans que ce soit synonyme de seulement de privation, puis de vie austère et morne. Tu sais? Voilà. Et une soirée, ça peut être sur la terrasse. Et plusieurs autres soirées, ça peut être à côté sur la plage. Moi, je crave d'entrer au Québec là, pour aller dans un bon restaurant avec mes amis parce que ça me manque ça aussi. Donc, et si tout ça pouvait coexister, la soirée à 250 et la soirée à 22 pièces, Mhm. pourquoi c'est obligé d'être toujours un ou l'autre? Est-ce que tu penses que c'est parce que, tu sais, je sais pas, tu dis ça, là, puis ce qui monte en moi, c'est que notre capacité de consommer est peut-être associée à notre identité. Tu sais, moi, je me Oui. positionne où?
Est-ce que je suis capable de Mhm. m'acheter ça? Donc, ça fait que moi, je m'achète toujours ce standard-là. C'est comme ça que je mène mes Ah, affaires. Tu sais, il y a peut-être quelque chose j'aime ce que tu là-dedans. amènes, absolument. Et moi, je rappelle que c'est pas une question d'argent. Dans, dans toutes les rencontres qu'on fait où que les femmes, on vient s'asseoir, c'est rarement une question d'argent. Tu sais, si on me demande, là, oui, mais Marie, tu as l'argent pour garder ta voiture? Oui, mon matrimoine, là, oui, oui, je pourrais la conserver, ma voiture, mais ça implique qu'il faut que je pige dans mes investissements. Est-ce que j'ai envie de ça? La réponse, c'est non. Je préfère reconstruire une vie quotidienne avec mes enfants, avec notre vélo électrique, euh, puis notre chariot, puis le lunch, puis tout ça, que de piger dans mes investissements. Mhm. C'est juste ça le calcul. Fait que c'est rarement une question d'argent. Puis c'est pas parce que tu as l'argent que tu es obligé d'aller là. Et je me rappelle, et ça, j'ai vraiment envie de le partager parce que si c'est monté, il faut que j'ai envie de le partager. Quand j'ai fait cette transition frugale-là, moi, j'ai commencé par inviter des amis au lieu d'aller dans un café. J'invitais mon ami à prendre une marche dans un parc et c'est moi qui lui amenais un thé ou une tisane. C'est comme ça que j'ai commencé mes petits gestes. J'avais encore l'argent pour aller prendre un café à 10 piastres, pas de 12 ou peu importe. Mais ça me faisait franchement plaisir qu'on puisse se voir dans un parc et que c'est moi qui préparais son petit thermos. Puis qu'en plus, on se mettait en mouvement pendant cette rencontre-là. Ça a juste commencé comme ça. Pas besoin C'est d'être, tu sais. Puis j'avais un sentiment de réellement faire plaisir à mon ami. Hey, qu'est-ce que t'aimerais? J'ai ça comme tisane à la maison. T'sais. Puis là, t'arrives, puis hop, puis là, elle arrivait, des fois, elle avait amené un biscuit ou elle avait amené quelque chose, tu sais. Ça créait juste un autre moment. Puis j'avais pas mis la main dans ma poche. Mhm. Pourquoi? En fait, c'est ça. C'est pourquoi on a besoin de mettre la main dans notre poche pour vivre des expériences. C'est C'est tout. une très bonne question. Des fois, C'est c'est correct, vrai. ça le vaut, mais pourquoi ça devient... C'est systématique maintenant. Et c'est générationnel. Nous, on regarde les baby boomers qui ont accumulé des objets, puis on dit, ah, nous, on n'est pas comme ça. Nous, on vit des expériences. Mais, hey, on a mis la main dans notre poche pour en vivre des expériences. Oui, c'est Alors vrai. que, On peut vivre des expériences sans mettre la main dans notre poche. voilà. Puis quand tu parlais, j'entendais une position qui était dans la résistance, là, qui n'était pas nécessairement moi, mais tu sais quand les gens... Parce que ce que tu nommes, je vais pas aller au restaurant parce que je pense à... Ou, tu sais, je vais pas garder ma voiture parce que je pense à mon matrimoine que je suis en train de Oui, gruger. Puis oui, en ce moment, dans l'état du monde, dans tout ce qui se passe, puis dans tout va vite, puis on a un petit peu, regarde, on est face à une crise climatique, puis plein d'affaires, puis se projeter dans le futur, c'est pour certaines personnes de plus en plus difficile. Est-ce que pour toi, bâtir un matrimoine ou faire ces choix financiers-là, c'est justement de privilégier le futur euh, au coût de notre présent? Ou, mm-hmm. parce que c'est ça qu'on entend souvent. C'est comme, ben, regarde, moi, je vais vivre dans le présent parce que je ne sais pas comment sera demain. Oui, Puis je ne sais pas si je vais être encore là. Puis, tu sais, à quoi bon? Vivons maintenant. YOLO. oui. Tu sais, comme, Absolument, dans le absolument. sens comme, Oui, est-ce que c'est nécessairement une opposition? non, encore une fois, c'est une réflexion que j'ai eue dans les 2 dernières années. J'embrasse énormément le mouvement de la décroissance. Et même moi, à un certain moment donné, je me suis dit, mais Marie, est-ce que tu peux continuer de parler de finances si tu embrasses la décroissance et la sobriété? Mais comment tout ça peut arriver à se marier? J'avais presque l'impression de me mentir à moi-même. Et en fait, non. Pourquoi? Parce que pendant que je vis mes années de sobriété, mais je bâtis une forme de résilience. Et qu'importe ce qui arrivera, que ce soit beau, moins beau ou complètement chaotique, j'ai le sentiment que je me prépare. J'ouvre la porte de ma maison. Je me déplace. J'ai de moins en moins de soucis à me déplacer à pied ou en vélo ou en transport en commun. Donc, c'est tous ces gestes-là qui construisent
ma résilience pour le futur. C'est sûr qu'il y a une partie de moi qui me dit, ça se peut que les marchés financiers s'écroulent. C'est vrai, je porte cette croyance-là que ça va. Est-ce que c'est moi qui va le vivre? Je le sais pas. Est-ce que c'est mes enfants? Possiblement. Encore là, on est dans l'état des croyances. Ceci dit, les marchés vont se régénérer. Parce que quand on regarde comment les marchés de l'investissement se sont créés au départ, c'était pour des grands projets, l'électricité, les chemins de fer, pour ne nommer que ces deux-là. C'est comme ça qu'on s'est tourné vers le public puis qu'on a voulu aller chercher parce que les institutions étaient plus capables de fournir le capital nécessaire pour les construire, ces chemins de fer-là. Et donc, c'est là que le public a été appelé à dire « Hey, voulez-vous, vous, participer à ces projets-là? On va vous donner quelque chose en retour. » Alors, est-ce qu'il y a une partie de moi qui vit dans l'espoir que les marchés financiers reviennent à financer des projets dont on a véritablement besoin? Oui. Et alors, c'est là-dessus que je dépose mon espoir. Et c'est pour ça que je continue d'investir dans les marchés, en même temps que je continue de bâtir ma résilience face à ce monde-là. Je crois avoir beaucoup moins de difficultés d'adaptation. Oui. Voilà. Non, mais je l'entends dans... Non, mais le mot résilience, je pense qu'il est important parce qu'on ne sait pas comment les choses vont changer dans les prochaines années. On sait que ça bouge très vite, qu'on est... En tout cas, on ne tombera pas dans les hypothèses du futur, mais on le sait. Il y a plein de choses qui sont devant nous, qui sont dans le champ des possibles. Et puis, de justement être capable de devenir confortable avec un peu d'inconfort. Je pense que c'est quand même quelque chose à développer, puis je trouve que c'est très sage de déjà être capable d'être là-dedans, tu sais, de ne pas être dans le plus de confort à tout prix. On a cette espèce d'addiction au confort, j'ai l'impression, puis je sens pas que c'est à notre service comme humain, comme collectivité, dans nos collectivités, dans nos familles, individuellement, cette espèce de, oui, c'est ça, d'addiction au confort est pas en notre service, puis je pense que c'est important de questionner ça, le confort à tout prix. Puis pourquoi est-ce qu'on nous a vendu cette idée-là de toujours être de plus en plus confortable? Est-ce que l'inconfort peut pas justement nous permettre de générer un peu de créativité, d'ouvrir la porte de notre maison qui va faire qu'on va tisser des liens différents, que dans notre famille, on va avoir une autre dynamique, ça va faire bouger les choses. Il y a tellement de choses, je pense, dont on se coupe au nom du confort et aussi au nom de la sécurité. Il y a aussi ce concept-là, je pense, qui est très présent, tu sais, de la sécurité. Puis je pense que c'est important c'est ça, de peut-être se poser ces questions-là aussi. Et on le trouve où, notre confort, véritablement? Est-ce qu'on pense être inconfortable? Est-ce que ça l'est, mais que quelque temps? C'est ça. Tu sais, d'accueillir quelqu'un chez vous, là, au départ, tu fais, là, dans notre intimité, pas évident, mais... Avec une jeune famille, un bébé, de ça, c'était très inconfortable. On a toutes trouvé nos espaces. J'ai organisé un espace à l'avant où elle aussi, elle pouvait être bien. Parce qu'il y a ça, il y a ma personne qui veut toujours bien accueillir les autres, que l'autre soit bien chez moi. Donc, c'est cette charge-là aussi que je m'étais mise sur les épaules. Donc, non. Puis finalement, elle revient, cette personne. C'est pour dire... Oui. Finalement, elle devait être bien à la maison. Et moi, on est prête à l'accueillir, tu sais. Alors, c'est beau. Explorons ces zones d'inconfort-là. Qu'est-ce qui est véritablement inconfortable? J'aime ça, les grandes questions ouvertes, parce que ça laisse transparaître ta personnalité de prof de méditation, parce que tu es quand même formée aussi en méditation, puis je trouve ça important de le dire, puis je l'ai nommé en introduction, mais d'infuser de la pleine conscience aussi, puis dans nos finances, puis dans notre façon de regarder notre relation à l'argent. Je pense que c'est vraiment important. Puis, mettons, là, j'aurais des dizaines et des dizaines de questions concrètes, financières à te poser. Il y a plein de gens qui nous ont posé des questions. On a déjà fait plus qu'une heure là, d'enregistrement, fait que je ne veux pas non plus tomber dans plein de questions, mais mettons là, celle qui revenait souvent. On t'a déjà parlé un petit peu des
de l'endettement, puis après ça, de l'investissement. Parce que si on veut bâtir un certain matrimoine ou un patrimoine, si on est un homme, là, hey, ce serait quoi le Un terme non mapamoine. genré? Ouais, c'est ça, qui comprend les deux. En tout cas, ce serait le fun Oui, d'utiliser un nouveau mot qui c'est pourrait vrai. englober les deux. Absolument. Mais en tout cas, un matrimoine, patrimoine, si on veut commencer à bâtir ça, qu'on a une certaine forme d'endettement, te parler que l'endettement de consommation, ça, c'était un très lourd boulet, là. C'est quelque chose qu'on doit adresser quand même assez rapidement dans notre situation financière. Mais si on veut, on a des dettes étudiantes, peu importe. Mais on a le goût de commencer à investir. Est-ce qu'on doit attendre d'avoir remboursé certaines dettes? Comment est-ce qu'on gère ça, la dynamique, la danse de vivre avec nos décisions du passé et aller dans notre futur? Tu sais, comment est-ce que dans le présent, on peut se positionner là-dedans quand ça nous tire des deux bords, mettons? Moi, je suis de la pensée que plus on va commencer à investir, on va travailler notre muscle de l'investissement. D'avoir les deux côtés, parce que l'endettement, si on prend le prêt étudiant pour ne nommer que celui-là, premièrement, c'est la dernière dette à rembourser parce que fiscalement parlant, il y a des avantages. Donc, souvent, c'est la dette que j'entends parler en premier parce qu'elle est lourde. Elle est lourde de ça. C'était le mois avant, c'était pendant mes études. J'ai pris conscience, il y a des choses que je ne referais pas pareil. Donc, on veut comme l'éliminer le plus rapidement possible. Et pourtant, tout bon financier va la placer complètement en dernière priorité. Donc, petit élément de ce côté-là. Mais pour moi, c'est de travailler des deux côtés encore une fois parce que ça va te donner confiance d'aller investir, de faire autre chose que rembourser tes dettes. Mm-hmm. Tu vas entrer dans le marché, tu vas regarder tes relevés d'investissement. Si tu es dans mon univers, tu vas regarder tes relevés d'investissement. Tu vas voir ce qui a monté, ce qui a descendu, comment ça se passe, tout ça, parce que tu n'es pas une personne qui va travailler uniquement à générer du revenu pour rembourser des dettes. Tu vas rembourser tes dettes, bien sûr, mais tu vas aussi construire en parallèle. Et ça, c'est là que ça vient nourrir notre confiance, qu'on n'est pas juste une chose. Et encore là, entrer dans le marché de l'investissement, il va y avoir plein de questions. Donc, il faut que tu l'ouvres, cette porte-là, pour pouvoir explorer ces questions-là. T'es qui, toi, comme investisseuse? C'est quoi le niveau de risque que tu vas prendre pour le projet A, le projet B, le projet C? Il faut que tu viennes explorer tout ça. Tu as envie de rencontrer des professionnels de l'investissement. Donc, moi, je suis de la pensée qu'on ne doit pas attendre de payer ses dettes pour commencer à investir. Mm-hmm. Et de la même chose qu'on ne doit pas attendre de rembourser ses dettes de consommation avant de construire un fonds d'urgence. Et l'image qui me vient, c'est que tu ne veux pas qu'au prochain pépin, la prochaine urgence, la prochaine imprévue, tu as l'impression d'avoir une main qui te remet au fond de l'eau. Puis que là, tu ne peux pas respirer. Puis que là, tu cherches ton air. Donc, dans un plan, si tu as des dettes de consommation auxquelles tu veux t'attaquer, que tu veux adresser, c'est parfait. Mais en parallèle de ça, construis ton fonds d'urgence. Parce qu'une bonne majorité, potentiellement, de tes dettes de consommation, regarde-les en face, là, c'est possiblement des imprévus. Mm-hmm. Alors, au prochain imprévu, tu retournes à la case départ? Encore plus. Mais non, on peut travailler en parallèle en finance. C'est ça, hein? C'est Mais ça, oui. c'est de... Parce que ça nous amène quand même dans une espèce de morosité. Si on n'est pas dans Ouais. construire quelque chose, puis qu'on est juste dans rembourser, on n'a pas le goût tant que ça d'aller voir nos relevés. On n'a pas le goût vraiment de s'intéresser à nos finances parce qu'on le sait que c'est quelque chose qui va nous déprimer puis nous amener par en bas. Fait que juste de poser ce petit geste-là, puis je pense que ça change tranquillement Oui. comme notre posture, Hey, notre je suis relation. capable. Ouais. Moi, je suis capable. Et ça, Mm-hmm. on a besoin de nourrir ça. Oui.
Puis là, quelqu'un qui entend ça, là, puis qui dit: Ouais. «Ben Marie, moi, mettons, là, j'ai juste 5 à mettre par mois, là, j'irai pas voir j'irai pas voir quelqu'un, là». Est-ce qu'il y a des avenues qui sont accessibles, tu sais, pour vraiment des profils d'investisseurs qui sont peut-être vraiment, là, au tout début de ça, tu sais? Est-ce qu'il faut toujours aller voir quelqu'un? Est-ce qu'on peut aller sur des applications? C'est quoi ton point Ouais. de vue là-dessus, toi? Moi, quand j'ai commencé à investir, là, je ramassais mes bouts de grenaille de paye qui me restaient à chaque 2 semaines. Puis si c'était 20 c'était 20. Et j'ai voulu travailler l'épargne. Donc, bâtis-toi un petit 500. Tu sais, je dis un petit 500 là, par 20 piastres par ici. Ça prendra le temps que ça prendra. Et là, pars après avec ton 500 puis vois ce que tu as envie de faire. Si tu as envie d'investir sur une plateforme autonome, dans un fonds négocié en bourse, parce que tu as entendu parler de ça, puis que tu as lu un peu, vas-y. Les plateformes sont gratuites. Il n'y a pas de problème. Il y a plein de plateformes maintenant où que les frais de transaction sont gratuits. Tu as envie de t'essayer dans le marché autonome? Vas-y. Il n'y a pas de problème. Tu sens que tu vas aller chercher un peu de littératie financière puis de l'investissement, va voir la personne à l'institution financière avec qui tu transiges. C'est une banque, c'est une banque. C'est Desjardins, c'est Desjardins. Il y a pas. Et là, oublie pas, on a dit en début de jasette quand tu es à une signature près de changer ton investissement. Tu peux commencer à un endroit, puis dans un an, je t'assure que tes connaissances vont être ailleurs, que toi, tu vas te sentir ailleurs. Si tu as envie de bouger ton placement, tu le déplaceras. Il n'y en a pas Mmh. de souci avec ça. Donc, tu as envie de commencer dans un chemin qui serait avec ton institution ou tu as envie de commencer, puis là, tu vois que, oh, tu reçois ton premier relevé, tu es dans la plateforme autonome, puis tu n'es pas sûr. Avant de vendre, là, offre-toi de faire autre chose. C'est pas parce que tu as fait un choix aujourd'hui de dire, OK, mais moi, j'ai choisi d'investir comme ça, puis c'est comme ça. Non. Tu le files pas. C'est difficile pour toi d'accepter qu'il y ait eu une baisse ou une hausse. Qu'importe. Va voir un professionnel après. Une personne de premier contact. Commence comme ça. Mmh. J'ai commencé avec des certificats de placement garantis. Puis aujourd'hui, je suis full risque. C'est le processus de 15 ans. C'est ça qui fait. Tu sais? Oui. Puis c'est correct, là. J'en veux pas à la Marie, là, d'il y a 15 ans d'avoir commencé comme ça. C'était mon chemin. J'ai commencé à investir parce que mes parents m'ont refusé de me prêter 2000 pièces. J'ai fait, OK, je n'ai que moi sur qui je peux compter. On va commencer à mettre des 20 pièces de côté. C'est comme ça Mmh. que j'ai commencé à investir. C'est ça, ça peut commencer par des 20 $, ça peut commencer dans Oui, quelque chose de très, très, à très bas sécuritaire, risque, pas de risque. sécuritaire. Je pouvais pas en perdre. Mais non, j'avais Ouais. pas les moyens de perdre une scène. Au fil Mmh. du temps, j'ai appris, j'ai compris comment les marchés financiers fonctionnent. Puis aujourd'hui, je suis complètement ailleurs avec mon patrimoine. Mmh. Est-ce que toi, tu fonctionnes avec des budgets? Est-ce que vous faites un budget de famille, de couple, comme que parce que j'ai Oui, vu que c'était dans tes outils gratuits oui, sur ton site oui, web. C'est un des oui, outils qu'on peut télécharger gratuitement, oui, la grille budgétaire. oui. Pourquoi c'est important de se faire un petit budget? Puis Je comme à suis quoi pas, ça sert? je suis pas la. En fait, j'ai eu besoin. En fait, moi, ma position, c'est pas de se faire un budget puis de le suivre à la scène puis d'ouvrir ça toutes les semaines. Puis je suis pas de cette école-là. Mais je suis de l'école de dire combien tu coûtes. Quand j'ai pris mon congé sans solde puis que je les ai ouverts, mes relevés de carte de crédit de 4 pages, je te confirme que je savais pas combien je coûtais. Et j'ai fait le saut. Oui. Je pourrais être à la retraite du mouvement FIRE en ce moment. Tu sais, si je veux me taper sa tête, là, si j'avais pris d'autres décisions, je serais à la retraite aujourd'hui. Je peux pas m'en vouloir, c'est correct. Mais on a besoin, moi je me sers de la grille budgétaire dans une prise de conscience, dans un état des lieux. Combien je me coûte? Et après, ce que je fais, c'est que je choisis les éléments sur lesquels j'ai envie de porter mon attention. Si c'est pas l'épicerie, c'est pas l'épicerie. C'est tout. Oui, il y a beaucoup de marge de manœuvre qu'on a dans cette ligne, dans cette catégorie-là, mais c'est pas la seule.
Alors, regarde partout où tu as envie d'aller. Puis là, moi, j'aime pas dire couper, parce que pour moi, l'argent, là, ça se transvase. Fait que je coupe pas, parce qu'elle reste à moi, l'argent. Mhm. Parce que je l'envoie potentiellement en investissement après, ou je l'envoie potentiellement au remboursement accéléré d'une dette. Fait que je coupe rien. Je choisis de déplacer mon argent. Elle roule, elle circule. Oui. Fait que c'est de Donc, regarder où oui, notre argent s'en va, puis oui, après ça, de choisir. oui, Bon, là-dedans, il y en a beaucoup. Il y en a oui, beaucoup qui s'en vont là. Est-ce que oui, c'est ce que je veux vraiment? Puis si je faisais voilà, quelques choix différents, ben je pourrais prendre cet argent-là puis aller le mettre dans un autre contenant qui voilà. peut-être me remplirait plus de joie ou me permettrait de bâtir un matrimoine, puis ta. Fait que c'est ça l'exercice du Oui, budget. C'est pas de faire, oui, bon, là, on regarde. non. Ben, premièrement, je pense que c'est nécessaire de regarder combien on se coûte à chaque mois, mais c'est pas juste de faire, là, c'est you qu'on. Tu sais, il y a quelque chose Ah de oui, comme, c'est on se fait ça. chicaner, puis là, tu Voilà. sais, de Non, pas le non, voir comme non. cet exercice-là là, de Maîtresse d'école, d'autorité. Marie, elle va Oui, arriver. oui, Mais oui. on me l'a demandé dans un accompagnement. Marie, tu ferais quoi? On a besoin de dégager 15 000. OK. Bien avec un questionnaire en amont. Parce que sinon, je peux pas trouver de l'argent, je peux pas l'inventer, là. Oui. Donc, oui, ça peut être un exercice, mais moi, je ne fais pas de budget. Je suis, en ce moment, dans ma réalité, il y a 2 lignes de dépenses que je suis. C'est tout. Le reste est très stable. Donc, j'ai pas besoin de toucher à ça. Je Mhm. jette mon focus sur 2 dépenses familiales. Où il y a des décisions à prendre puis des Ouais. choses au quotidien à suivre. Ou des fois, je l'échappe plus souvent qu'autrement. Dans des moments où je me sens moins bien avec moi-même. C'est incroyable, hein, la corrélation quand Ouais, même. ouais. C'est fou parce qu'on se dirait, ah ben quand ça va bien, je pars en dépenses, mais non, habituellement, c'est le contraire. C'est quand ça va moins bien. Mm. Là, on pourrait ouvrir. Regardons-nous les femmes dans notre cycle Oui, menstruel. C'est des bijoux d'informations parce qu'on dépense autant quand on est joyeuse que quand on est fatigué, que lorsqu'on est triste. L'ensemble de nos émotions nous amène à consommer, à dépenser, parfois pour le même produit, mais pas pour la même recherche émotive. c'est tellement intéressant. Ah oui, ça, pour moi, là, ça a été là, aussi dans les 2 dernières années là, des belles révélations par rapport à ma propre consommation, de m'observer à travers mon cycle. C'est ce que je fais après qu'on ait terminé cette conversation. Je vais aller regarder mon relevé, puis je vais regarder j'étais où dans mon Oui, cycle. oui, ah oui, oui, oui. Ouais, ouais, absolument. Il y a Ah, des belles pépites là, qui s'y cachent. j'en doute pas. Merci de le nommer puis de nous le rappeler quand même que ça bouge dans un mois, dans un cycle. Bon, fait que là, pour les gens, parce Oui, que je te poserai des questions à l'infini, là, garde, j'en profite pour moi-même aussi en parallèle. Mais pour les gens qui entendent tout ça, qui se disent, oui. OK, Marie, là, tu as une façon le fun d'en parler, là. Ça me tente de plonger là-dedans, ça me tente de modifier, de transformer ma relation à l'argent. J'ai envie de regarder ça, de développer une relation saine avec mes finances. Par où est-ce qu'on commence si on veut travailler avec toi, mettons? Il y a ton Hmm. site web, Oui, il y a tellement de belles choses, il y a plein, plein d'offres, mais mettons, là, tu sais, parce que moi, j'aime ça quand on veut faire des grandes transformations, puis je le sais que ça en est une pour beaucoup de gens, moi y compris, là, de plonger dans les finances. C'est quelque chose de gros, ça peut être intimidant, on peut se décourager, mais j'aime ça y aller là, par la première petite action concrète. Là. Si on veut juste commencer à se mettre en mouvement pour ensuite que les choses se transforment puis placer d'autres actions, ça serait quoi la petite action là, que tu nous suggérerais quand cette écoute de podcast se termine? hmm. Allez télécharger la grille budgétaire, mais aussi les fondamentaux. OK? C'est un guide que j'ai créé pour te donner envie, en fait, ce que je viens de te transmettre avec plusieurs connaissances à l'intérieur. Puis on part avec notre relation à l'argent, puis tu vas faire un petit parcours à l'intérieur de ce guide des fondamentaux. Faire ton bilan et de te donner de l'autocompassion quand tu vas regarder ton bilan financier et savoir combien tu te coûtes. Au moins, tu sais, puis vas-y dans le détail si tu as envie. Sinon,
je dis on parce qu'on est deux dans ce projet-là, une toute nouvelle expérience qui s'appelle Money Date, le club, où Myriam et moi, on est en train de concocter des correspondances qui vont être livrées directement dans ta boîte postale. En vrai Et papier, là. du vrai, de vrai papier. Là. Mais là, tu sais, je suis tellement dans le projet, là, tu sais, du beau papier, des belles enveloppes. Ou à l'intérieur, ben, je vais te transmettre mon savoir ou que je vais te guider dans des thématiques pour que justement tu puisses plonger autant dans du pratico-pratique parce que tu peux pas enlever ça de moi, là, la pragmatique en moi, et à la fois de plonger dans des questions d'introspection pour que tu viennes trouver tes propres réponses, pour par la suite arriver à faire tes choix. Alors, une fois par mois, on va envoyer une correspondance avec cette belle thématique-là et tu vas avoir à créer des money dates, des moments à toi pour, en fait, c'est t'aider à ritualiser tes finances. J'ai envie que tu goûtes à cette confiance-là, à cette légitimité-là de prendre soin de tes finances. Fait que oui, même dans les correspondances, tu vas être invité à le faire, ton bilan. À aller regarder tes chiffres, à les ouvrir tes relevés d'investissement. Puis même quand ça l'a baissé, puis oui, je vais être là. Donc, je pense qu'avec Money Date, le club, te rendre à la poste, au lieu d'aller chercher des factures, là, tu t'en vas chercher quelque chose pour prendre soin de tes finances. Ça va être moi qui va te l'envoyer directement de là. Je peux pas plus faire ce premier pas-là que d'être près de toi de cette façon-là. Mm-hmm. Puis après, si tu as envie qu'on aille plus loin, visite mon site, cogne à ma porte, viens jaser. Puis on continue ce processus-là ensemble. Oui, parce que tu offres aussi des accompagnements individuels. Oui, tu fais absolument. ça. Ouais. Ouais. Moi, j'ai envie d'être cette meilleure amie de tes finances qui va t'accompagner à aller chercher ce que tu as besoin dans le marché. Oui. C'est juste ça que je fais. Oui, bien, c'est ça que j'aime de toi, c'est qu'il y a quelque chose où on se sent en confiance, où on se sent légitime, puis où on se sent accompagné, tu sais, avec quelqu'un qui nous comprend aussi dans toute notre humanité, tu sais, parce que c'est peut-être ça, en tout cas, moi, c'est comme ça que je me suis longtemps sentie, c'est que mon humanité devait se dégager de mes finances. Mes finances, c'était des tableaux Excel, c'était des chiffres, c'était des comptables, tu sais, c'était tout à l'extérieur de moi. Puis de venir, je trouve, réconcilier les deux, les intégrer dans un point de vue un petit peu plus holistique, si on veut utiliser ce mot-là, je pense que ça vient complètement transformer les histoires qu'on se raconte par rapport à ça. Puis effectivement, un premier pas là, de recevoir une belle lettre par la poste, de vivre ça, puis tu sais, que ça commence à être dans du tangible, là, tu sais, pas juste dans quelque chose de plate, de carré qui vient d'une institution, mais de sentir qu'on a une relation plus intime. C'est le fun aussi, c'est le fun. Puis de rajouter du plaisir. Moi, je suis all-in pour le plaisir. Là. Regarde, Mais ouvrir voilà. du beau papier, là. Ouais, exact. Mais c'est ça, ça devient une expérience en soi pour qu'après, tu t'appelles, t'envoies un courriel. Hey, j'ai besoin de tout ça, moi, comme produit financier. J'ai besoin d'ouvrir ça. Tu sais, imagine, là, tout ça, c'est parti d'une belle expérience. Puis, pas de la pub avec des petits caractères, là, numéro 6, qu'on comprend rien du jargon financier. Non, 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 non. Là. Ça va être le fun, ça va être beau. C'est, ouais. Puis en plus, tu as un point de vue qui est complètement indépendant, là, dans le sens comme tu ne fais pas de pourcentage sur quoi que ce soit. Tu n'as pas intérêt à ce qu'on se souscrive à quoi que ce soit. Fait qu'il y a quelque chose là-dedans aussi dans la relation de confiance qui fait vraiment du bien. Puis de se sentir en sécurité avec toi, c'est vraiment doux. Fait que merci. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci pour cette belle jasette. Merci de te dédier à cette mission-là qui est vraiment importante, qui a vraiment un impact. Tu sais, c'est pas, je sais pas, des fois dans le monde de la spiritualité puis du développement personnel, on est comme l'argent, c'est comme, tu sais, c'est comme quelque chose de superficiel, mais on est dans un monde qui est matériel. C'est ce qu'on a choisi collectivement pour nos transactions. Donc, ça a un rôle concret dans notre vie. Fait
On peut pas juste le nier puis espérer qu'il y a de la magie qui se passe tout le temps. Je pense qu'il faut s'impliquer, puis tu le rends vraiment plus le fun et plus chaleureux, plus humain. Donc, merci énormément pour ça. J'ai eu une belle jasette avec toi. Je suis vraiment contente de ce moment-là. Puis j'espère que Merci. pour les gens qui nous ont écoutés, ça a semé des belles petites graines de conscience. J'espère. Et de la confiance, de la légitimité, puis que ça peut vraiment changer une vie de prendre soin de ses finances. Mm-hmm. Ouais. Je dis oui, oui en majuscule. Wow, vous êtes encore là? Soit que vous tripez ou sinon ça veut dire que vous vous êtes endormi, mais dans tous les cas, laissez-moi vous dire merci aux gens qui sont encore à l'écoute, qui se sont rendus jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à vous inscrire à mon infolettre pour être au courant de tout ce qui s'en vient pour le balado, mais aussi pour le fameux projet Pissenlit. Le lien pour s'inscrire à l'infolettre va être dans les notes de l'émission. Et évidemment, n'hésitez pas à commenter le podcast parce que j'aime ça, mettre une belle petite note et le partager parce que ça contribue à faire rayonner tout ça de façon naturelle et vraie. Et surtout, merci d'avoir répondu présent à cette invitation que je vous fais chaque semaine avec l'École de la vie. Vous n'aurez peut-être pas de diplôme là, en écoutant ces épisodes de balado, mais je vous garantis qu'il y a tranquillement quelque chose en vous qui fleurit. C'est beau, hein? Mais que c'est beau.